Euh, ok. Alors, je vais vous présenter brièvement la cohorte Orbio, mais avant, je vais vous parler brièvement aussi du programme Radico. Le programme Radico, c'est un programme de recherche qui vise à constituer des cohortes nationales et européennes de patients atteints de maladies rares. Il gère 13 cohortes portant sur 67 maladies rares qui inclut jusque-là près de 6500 patients. L'un des projets lauréats est la cohorte Bio, qui vise à établir une base de données internationale pour étudier l'histoire naturelle du syndrome d'Alport. Désolé. Je vais vous parler très brièvement du syndrome d'Alport. Vous l'avez déjà très bien détaillé. Des objectifs de l'étude, je vais vous présenter l'état d'avancement de la cohorte, l'évolution des visites de suivi. Par l'évolution des visites de suivi, je parle de complétude des données au niveau de la base. Et puis, ça sera Madame Aidé qui vous présentera les analyses qui ont été faites récemment sur la cohorte. Alors, le syndrome d'Alport, c'est une pathologie rare héréditaire caractérisée par l'association d'une néphropathie glomérulaire progressant vers l'insuffisance rénale, d'une surdité et d'une atteinte oculaire qui concerne les patients incidents et prévalents, pédiatriques et adultes. L'objectif principal de l'étude, qui est très large, qui vise à étudier l'histoire naturelle de la maladie. L'objectif secondaire, évaluer pardon. Évaluer l'évaluation de l'adhésion et la tolérance au traitement bloqueur du système rénine-angiotensin, l'évaluation de l'impact de la maladie sur la qualité de vie, ainsi que l'impact social par comparaison du score calculé du questionnaire qualité de vie, le SF36 et le SF10. Il y a aussi des objectifs exploratoires, évaluer la facilité d'accès des patients et de leurs familles au formulaire de diagnostic moléculaire et au conseil génétique, identifier des biomarqueurs permettant de prédire la progression de la maladie et évaluer la faisabilité d'un essai thérapeutique en termes de nombre de patients qui peuvent être inclus en différents stades de la maladie. Pour l'état d'avancement, ici vous avez les courbes de recrutement. En rouge, c'est la courbe théorique. En bleu, c'est la courbe réelle. Actuellement, enfin, nous avons 642 patients qui ont été recrutés sur un objectif de 950 patients en France. Ici, vous avez les dates clés de la cohorte, la date du kick-off, la date de la signature du premier consentement qui était en mai 2017, la fin de la période d'inclusion qui a eu lieu en juin 2022, le 30 juin 2022. Pour le calendrier de la recherche, la durée de suivi, c'est de 3 ans plus des visites additionnelles jusqu'au 30 juin 2024. Ici, vous avez la répartition le statut des centres. On a 54 centres participants qui ont été définis initialement au lancement du projet, 36 centres qui sont ouverts actifs, 5 centres qui ont été ouverts et qui sont restés inactifs, et le reste des centres qui sont restés non ouverts. Au niveau de la complétude des données, euh, nous avons dit qu'il y avait 642 patients qui ont été recrutés. La complétude que je vais vous présenter, il faut savoir qu'elle est assez biaisée parce qu'elle est calculée de telle sorte que si un champ dans un formulaire est saisi alors cette dernière est considérée comme complétée, chaque colonne, elle correspond à une visite. Nous avons 4 visites en plus de la visite d'inclusion. Euh, pour la visite d'inclusion, nous avons un taux de complétude de 98%. Pour la visite à 1 an, un taux de complétude de 78%. La visite de 2 ans, 69%. Et visite de 3 ans, 41%. Pour les visites qui ne sont pas complétées, ça peut être expliqué soit par un retard des saisies ou sinon par une visite qui n'a pas été faite à ce jour par les patients. Et pour les analyses, je vous donne la main, Madame Haïdé. Oui, merci. Mais du coup, on va changer de diaporama parce que vous avez J'arrête le partagé. Il partage. faudrait que vous arrêtiez de partager. Ouais. Merci. OK. Donc, juste un petit rappel sur la ligne de temps, puisque finalement, c'est une histoire qui a quasiment 10 ans. Donc, on a été parmi les heureux élus
après avoir appliqué pour les programmes radicaux en 2014, avec donc ce projet sur une database sur le syndrome d'Alport. Kick-off meeting de radicaux en décembre 2017. Et nous avons finalement eu un soutien de la filière ORCID, donc qui est la filière nationale sur les maladies rénales rares en France, qui nous a permis de financer le recrutement d'une attachée de recherche clinique, Lamia Toulé, que nous remercions chaleureusement, qui a fait quasiment tout le recueil de données fait jusqu'à présent au travers de la France. Les inclusions ont été fermées en juin 2022 et nous avons ce mois-ci eu pour la première fois accès aux data qui ont été adressées, qui vont être analysées en collaboration avec le docteur Antoine Neuras qui travaille ici en informatique médicale et également à l'Institut Imagine. Donc, les critères d'inclusion des patients dans cette cohorte, c'est soit un Alport parce qu'il y a des variations pathogènes identifiées dans les gènes de l'Alport, et ou une anomalie d'expression des chaînes de collagène au niveau des membranes basales du rein et ou de la peau, et ou des anomalies typiques en microscopie électronique, et ou une histoire familiale tout à fait typique. Alors vous, quand vous touchez la souris, tout passe, mais moi, il ne se passe jamais rien. Hop. Ouais, j'ai retrouvé. Donc les objectifs, Mohamed Khalil en a déjà dit beaucoup. C'est d'abord avant tout de préciser l'histoire naturelle de la maladie. On a vu les très belles courbes tout à l'heure de Danny Gale. C'est vraiment l'évolution en fonction du mode de transmission de la maladie et du sexe, de la décroissance du débit de filtration glomérulaire, l'évolution de la protéinurie avec et sans et avec traitement bloqueur du SRA et autres néphroprotecteurs. L'âge à l'insuffisance rénale terminale, bien sûr, l'atteinte de l'œil, l'atteinte de l'audition. C'est, comme on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure, de pouvoir évaluer rapidement des patients incluables dans tel ou tel essai thérapeutique. Pour ça, il faut pouvoir avoir accès rapidement, instantanément et de façon transversale aux data de la cohorte. C'est d'évaluer la tolérance et l'adhésion au traitement. Et puis, il y avait un formulaire qualité de vie et un formulaire qui, j'espère, sera diffusé sur l'accès des patients au diagnostic moléculaire et au conseil génétique. Donc, Mohamed Khalil l'a dit, on a actuellement 643 cas inclus, sexe ratio 50-50, les femmes et les hommes. L'âge médian à l'inclusion était de 36 ans, avec donc un quart des patients inclus avant l'âge de 20 ans. 90% des patients avaient une histoire familiale. La grande majorité des patients étaient symptomatiques, avec environ 50% des patients qui présentaient comme premier symptôme, à un âge médian de 9 ans, une hématurie isolée, un gros quart hématurie plus protéinurie avec ou sans insuffisance rénale, avec ou sans hypertension artérielle, avec ou sans surdité, presque 10% insuffisance rénale chronique comme mode d'entrée de découverte, et puis après protéinurie et ensuite une combinaison plusieurs combinaisons de symptômes parmi lesquels il y a souvent hématurie, il y a souvent, comme le disait Sandrine tout à l'heure, surdité, et on a un certain nombre de patients avec surdité, insuffisance rénale, surdité, protéinurie, etc. 33 patients étaient sans symptômes et dans 13 cas, on ne savait pas. Les modes de transmission, c'est assez comparable à ce qu'on vient de voir au Royaume-Uni. Les ALIX, certains, c'est-à-dire soit avec une mutation COL4A5, soit avec une expression normale de la chaîne alpha-5 dans la peau, soit une généalogie vraiment évidente, ça représente 62% des patients. Autosomique récessif, 11%, autosomique dominant, 17%. En fait, ça illustre le fait que cette cohorte a été démarrée il y a déjà 10 ans et surtout que même des patients avaient été diagnostiqués, ont été inclus, mais avaient été diagnostiqués auparavant. Et donc, la proportion de formes autosomiques dominantes est en deçà de ce qu'elle est à l'heure actuelle quand on prend des cohortes transversales. Le premier symptôme était différent selon le mode de transmission. Bien sûr, il y avait plus d'insuffisance rénale dans les formes récessives et chez les garçons, les ALIX, et il y avait plus de surdité également dans ces deux formes qui sont les formes les plus sévères de la maladie, comme vous le savez. Et pour l'œil, on a très, très peu de choses bien renseignées. 261 patients
Donc 41% de la cohorte pour lesquels on avait cette information ont une biopsie rénale à un âge médian de 18 ans. 31% de ces biopsies ont été examinées en microscopie électronique avec un tiers de membrane basale mince, un tiers de membrane basale épaisse et mince en alternance et un petit 10% de membrane basale irrégulièrement épaisse. Il n'y a pas de lien entre le mode de transmission et l'aspect en électronique. C'est des effectifs qui sont assez faibles, mais il y a quand même, comme on le sait, hein, beaucoup de membranes basales minces ou minces et épaisses, mais aussi minces dans tous les groupes, y compris dans les groupes dans les garçons LILX. L'expression des chaînes de collagène, elle a été, on a l'information d'une étude au niveau de la biopsie rénale dans les bassins glomérulaires pour 26% des cas et elle est anormale dans presque 3/4 des cas, 71%. Bien sûr, ça varie en fonction du mode de transmission. L'étude de l'expression de la chaîne alpha 5 dans la peau, elle a été réalisée chez 24% des patients et là encore, elle n'est pas normale dans environ 70% des cas et heureusement, c'est bien sûr différent selon le mode de transmission puisque cette anomalie est vue dans les formes, pas dans toutes les formes ILX, mais uniquement dans les formes ILX. L'atteinte auditive, sur le plan clinique, on avait 44% de surdité clinique, 53% de patients pour lesquels on avait l'information qui ne se plaignaient pas d'hypoacousie. Là encore, c'est bien sûr significativement différent selon le mode de transmission. On était un peu étonnés de voir une proportion de patients dans les formes dominantes, 28% avec surdité bilatérale, ce qui ne colle pas avec ce qui est rapporté dans la littérature, ni avec notre quotidien à la fois au labo de géotypage et en consultation. Il y a peut-être déjà des presbyacousies, puisque ce sont des personnes qui sont déjà qui ont un certain âge. Audiogramme chez information trouvée pour l'audiogramme chez 271 patients. Là, 48% de surdité bilatérale, donc on est à peu près dans les mêmes proportions. Et puis, 36% des personnes pour lesquelles on a pu avoir cette information portent un appareil auditif et cet appareil a été mis en place à un âge médian de 27 ans. Là encore, c'est différent et c'est plus fréquent, c'est différent selon le mode de transmission, pardon, et c'est plus fréquent dans les formes récessives et chez les garçons LILX. On a très peu de données sur l'œil, avec plus de cataractes que d'autres lésions, et en particulier que du lenticône, qui est peut-être plus spécifique, mais qui a l'air d'être moins fréquent. Pour ce qui concerne le traitement, 55% des patients recevaient un traitement bloqueur du système rénine-angiotensine. L'âge médian au début du traitement, 18 ans. Toujours de la néphroprotection. Environ un quart des patients étaient également hypertendus. Et de façon non surprenante, l'âge de début de ce traitement, là encore, est plus précoce dans les formes dont on sait qu'elles sont les plus graves. Les études moléculaires, 85,9% des patients dans cette cohorte ont été testés, ce qui est très bien, mais qui probablement témoigne également d'un biais, puisque le test moléculaire pouvait être un mode de recrutement, et donc ça a sans doute un peu biaisé. Donc, en tout cas, ce sont des bons chiffres, mais par contre, c'est très hétérogène parce que la cohorte s'est étalée donc, sur quasiment 10 ans. Et donc, initialement, et pour les patients dont le diagnostic avait été fait avant même le début de radicaux, eh bien, il n'y avait pas de NGS, de séquençage au débit à l'époque. Et donc, certains patients ont été testés sur un gène, sur 2 gènes. Souvent, quand on trouvait une variation pathogène dans un gène, on s'arrêtait, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, ça sera difficile de trouver des informations très précises à partir de ça. Ce qu'on a pu voir sur les premières analyses la semaine dernière, c'est chez les garçons LILX, 182 patients testés sur Col4A5, 175 positifs, ce qui est, là encore, hein, c'est plus que si on prend juste des cohortes de patients qui sont adressés pour diagnostic moléculaire, et ça traduit probablement le biais de recrutement par la porte d'entrée du moléculaire pour que les cliniciens aient sélectionné les dossiers. Les femmes LILX, 160 testées sur Col4A5, pareil, un très haut taux de mutation qui vient sans doute du même biais, mais tout ça est un peu affiné. Cas autosomique récessif, 62 testés sur 66, 32 avec deux mutations Col4A3, 25
avec 2 variations pathogènes Col4A4 et puis 4 patients avec une seule variation et probablement donc une deuxième variation qui reste à identifier, comme on en a parlé tout à l'heure. 96 cas autosomiques dominants, les 96 ont été testés. Il y a un petit peu plus de variations Col4A4. Il y a au moins 3 digéniques. Il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien sur une première analyse superficielle sur lesquelles il faut que nous revenions. 246 patients avaient atteint le stade de l'insuffisance rénale terminale, un âge médian de 28 ans. Et les âges médians en fonction du mode de transmission, c'était 26 ans pour les hommes ILX, 35 ans pour les femmes ILX, en sachant qu'on parle d'un tout petit nombre de patientes. Hein. Donc, ce n'est pas une très bonne façon de décrire la population féminine d'Alport, puisqu'il y a peu de femmes qui atteignent l'insuffisance rénale terminale, mais certaines peuvent l'atteindre de façon pas si tardive que ça. 25 ans dans les formes autosomiques récessives, 49 ans dans les formes autosomiques dominantes, là encore avec une proportion plus faible de patients qui ont atteint l'insuffisance rénale terminale. Ça sont des chiffres qui, là encore, témoignent du fait que beaucoup de patients ont été probablement inclus, en tout cas diagnostiqués il y a longtemps, puisqu'on a quand même l'impression qu'à l'heure actuelle, grâce au traitement bloqueur du SRA, ces âges ont reculé et que là, on est dans des âges qui sont assez proches de ceux, en tout cas pour les formules ALIX, qui ont été rapportés dans la cohorte européenne d'il y a une vingtaine d'années. La courbe Kaplan-Meier, moi, j'aime pas trop ces courbes, mais pour décrire la survie rénale. Donc, vous avez en bleu, non, pardon, en jaune, la courbe la plus, entre guillemets, grave, les garçons liés à l'X. Ensuite, en bleu, les formes autosomiques récessives, avec des courbes donc, qui se croisent, vous le voyez. Et puis, en violet, les formes autosomiques dominantes et en vert, les femmes liées à l'X. Donc, pour ce qui concerne, je vous rappelle qu'on a dit 246 patients en insuffisance rénale terminale, un âge médian de 28 ans. Alors, la suite qu'est-ce que c'est ? Il faut compléter les datas aux différentes visites et, si possible, à des visites additionnelles. Donc, on a un petit peu d'aide là de Brihantana Ravendranathan et de Tariq Atou, qui d'ailleurs que je remercie aussi pour cette journée parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. En tout cas pour essayer de compléter pour les patients ici à Necker, ce qui représente beaucoup de patients, mais que ça représente quand même qu'un quart ou un tiers de la cohorte. Et l'objectif, donc, c'est vraiment d'arriver à décrire. On a quand même beaucoup de belles données là pour essayer de mieux appréhender l'histoire naturelle de la maladie, mieux décrire les pentes de dégradation de la fonction rénale, des protéinuries et de la survie rénale en fonction des décades de naissance pour voir si les choses bougent ou non. Et bien sûr, en stratifiant tout ça en fonction du mode de transmission. On espère analyser les questionnaires de qualité de vie, diffuser les questionnaires pour le conseil génétique. Et puis la question suivante, c'est que vont devenir ces cohortes, puisque le programme Radico va s'arrêter l'an prochain. Et donc, on est dans une période où on doit être. Donc, on a reçu un mail hier. Nous allons être évalués par les instances de l'INSERM. Et on espère bien sûr qu'il y aura une suite et qu'il y aura un financement pérenne pour ces cohortes qui sont encore une fois quand même, c'est beaucoup de patients d'une maladie rare et beaucoup de données qui ne sont pas si communes que ça dans la littérature. Voilà, c'est un peu une overview, parce qu'on a vu ça avec Antoine Neuraz, Bertrand, Tariq et Briantana vraiment très récemment. Bien sûr, on remercie tous les patients, leurs familles, tous les cliniciens, que ce soit en néphrologie adulte ou pédiatrique, qui ont participé. On a une pensée émue pour nos collègues qui ont encore des consentements signés sur leur bureau, mais qui n'ont pas pu recruter parce que les accords de consortium n'ont pas été signés avec leur DRCI et qui sont un peu amers. Merci beaucoup à la filière Orchid pour le financement de l'AMIA. Merci beaucoup à l'AMIA pour tout le travail qu'elle a fait. Elle est vraiment, c'était la colonne vertébrale de cette base. Elle a également fait pour la base cystinose au départ team. Et puis merci à Antoine Neuraz qui nous aide et qui nous aidera encore, j'espère, pour analyser toutes ces données. Merci pour votre attention.
J'ai presque rattrapé. Et on est là pour répondre à vos questions, bien sûr. Je ne sais pas si c'est le sujet ou si c'est la fin de la journée, parce qu'on a moins de questions. Pas de questions? Alors, on l'a écrit dans le projet initialement et on n'a pas de biobanque, non. Mais en effet, c'est quelque chose. Oui, tout à fait. 640 moins 260, oui, tout à fait. C'est pareil, il faut des ressources. Mais bien sûr, tu as tout à fait raison, c'est ce qu'on avait écrit initialement dans le projet, biobanque et ouverture à l'Europe. Alors là, la question, ça va être, est-ce que ça... Alors, si j'ai bien tout compris, j'étais pas à la dernière réunion, tu compléteras si tu veux, Bertrand. Est-ce qu'il y aura un financement alors, je ne sais pas si on doit dire pérenne, parce que c'est revisité aussi tous les ans, mais on va dire quand même a priori pérenne. Et ça serait la structure qui s'appelle déjà, mais qui n'est pas tout à fait opérationnelle, qui s'appelle France Cohorte. Et la gouvernance de tout ça, c'est l'INSERM. Alors, France Cohorte, si je peux compléter. Bien sûr, au contraire, parce que je ne suis pas forcément la plus compétente. France Cohorte, c'est pour la partie système d'information uniquement. En fait, il y a la plateforme Radico au jour d'aujourd'hui. Donc, comme l'a expliqué Khalil, on fait partie d'un programme national qui a permis la mise en place de 13 cohortes maladies rares. Et ces 13 cohortes sont donc à promotion INSERM et le programme est coordonné par l'INSERM. Et un système d'information qui est complètement indépendant des autres cohortes qui sont financées par l'ANR dans le cadre du plan investissement d'avenir. Et donc, il a été demandé à ce que une structure visant à mutualiser certains moyens puisse être mis en place, notamment pour ce qui concerne la partie informatique uniquement de la prise en charge des cohortes. C'est pour ça qu'en fait, France Cohorte, c'est vraiment que la partie informatique du système, tout ce qui est équipe qui va gérer le data management ou les aspects réglementaires avec le chef de projet ou les ARC resteraient sur la plateforme Radico. Et effectivement, donc, il y a un tronc commun entre les différentes cohortes concernant leur système d'information, qui est en plus conforme à la réglementation et au règlement général de la protection des données, et qui permettrait en fait d'avoir un socle commun pour l'ensemble des cohortes financées par le ministère. Cette migration, elle est un peu lente, effectivement, parce que il faut arriver à faire migrer l'ensemble des systèmes d'information dans ce nouveau modèle. Et donc, il y a un calendrier qui est établi pour faire migrer ces cohortes une à une. Et pour l'INSERM, en fait, Radico, même s'il y a 13 cohortes, c'est le même modèle, correspond donc du coup à quand même 13 cohortes à faire passer dans le système France Cohorte. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien clarifié la différence. En fait, l'idée, c'est pas que tout passe dans France Cohorte, c'est juste le système d'information et pas les services supports qui s'occupent des aspects réglementaires, de la rédaction de projets, du data management, de l'analyse statistique. Et le funding pour la suite de Radico, du coup, si je n'ai pas compris. Le funding pour la suite de Radico, c'est que vous allez, là, ce qui est proposé, c'est l'évaluation par l'INSERM, mais qui sera transmise aussi au ministère pour savoir combien le ministère
doit mettre pour pouvoir pérenniser les cohortes. Donc, il y a 2 systèmes. Il y a le ministère soutient France Cohorte pour la prise en charge du système d'information. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la plateforme Radico, elle supporte non seulement les coûts relatifs à la prestation informatique et au système d'information, puis le coût aussi pour les cohortes à proprement parler. Donc l'idée, c'est que le système d'information Radico puisse s'appuyer sur France Cohorte. Et nous, on fait une demande au ministère pour le reste, hein, c'est-à-dire valoriser l'aspect data management, suivi des inclusions, réglementation pour prolonger les études au-delà de 2024 et assurer cette prise en charge avec les développements potentiels. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi que vous fassiez un bilan, me semble-t-il, et puis dans les perspectives, dire ce que vous voudriez pour qu'il y ait un chiffre, enfin, une évaluation et un chiffrage de l'opportunité de compléter le financement. D'accord. Oui, en effet, c'est plus clair. Merci Voilà. beaucoup. Et d'avoir du coup aussi accès à une technologie un peu plus de pointe via France Cohorte, parce que bon, pour certains, peut-être pas pour vous, mais pour d'autres, il y a possibilité d'avoir le système d'information entre guillemets à l'équivalent de ce qu'on a nous, mais avec encore plus de moyens, c'est-à-dire ils ont mis en place des systèmes, ce qu'ils appellent des bulles sécurisées pour les analyses statistiques, par exemple. Si certaines cohortes ont envie de faire des collaborations aussi ou des extractions avec, sur les bases de données médico-administratives, bah, ce sera possible. Ils apporteront des modules en plus que nous, pour l'instant, on n'a pas encore mis en place, quoi. Ok. Mais je pense qu'on va peut-être pas embêter tout le monde avec ça, mais moi, je veux bien qu'on se refasse une petite réunion plus technique parce que je ne suis pas sûre de tout bien comprendre. Mais on pourra faire ça peut-être à distance. Oui, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Dans le chat, il y a quelques questions. Aurélia Berthollet, merci Laurence. Comment expliquer la différence entre l'âge médian IRCT chez les femmes et la courbe de survie? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est l'âge médian des femmes qui ont atteint l'insuffisance rénale terminale et il y en a peu. Bruno Ranchin, merci Laurence. Comment pensez-vous les relations avec AirCrège? Eh bien, c'est un sujet que nous avons abordé plusieurs reprises maintenant depuis 2 ou 3 ans avec Franz, qui est bien sûr intéressé pour que les bases AirCrèche et Radico soient connectées pour qu'il y ait un sub-registry Alport connecté à Radico. Ça pose toujours les mêmes questions de interopérabilité, connexion, etc., dont on parle depuis très longtemps et qui ne sont pas encore très au point. En tout cas, AirCnet connaît et a connaissance de la cohorte Radico et on en parle régulièrement dans les meetings, dans le groupe de travail maladie glomérulaire, glomérulaire héréditaire. Et Céline Montané à tout le monde, nous remercions chercheurs, bénévoles des associations, médecins spécialisés pour votre engagement. Merci beaucoup pour vos remerciements.